le paysan qui travaille, le religieux qui prie, le noble qui défend le pays. Voilà l'armature de la société française depuis des siècles. Un véritable socle immuable, solide comme l'éternité. Car aussi longtemps qu'on aura besoin de manger, on aura besoin des paysans. Aussi longtemps que Dieu existera, on aura besoin d'hommes pour porter sa parole. Et aussi longtemps que la guerre sera là, on aura besoin d'hommes pour la faire. La guerre, Dieu, la faim, ces trois mots, parce qu'ils définissent le genre humain, font de la noblesse, du clergé et du tiers-état un ordonnancement que rien ne peut remettre en cause. Rien sauf le temps qui passe et qui transforme lentement tout ce qui paraissait immuable. Si les religieux croient toujours en Dieu, le tiers-état n'est plus uniquement composé de pauvres paysans. Le temps transforme l'immuable et redistribue les fortunes. Les bourgeois, c'est-à-dire le tiers-état favorisé des villes, qui s'étaient élevés grâce au commerce et au négoce, avaient vu leur richesse tant s'accroître qu'ils s'étaient transformés au XVIIIe siècle en une force redoutable. La noblesse, quant à elle, ne se battait plus physiquement sur les champs de bataille depuis bien longtemps, mais conservait tous les leviers de commande du pays. La bourgeoisie, devenue maintenant très puissante, pense que cet état des choses ne peut plus se perpétuer. C'est pourquoi Antoine Barnave, un jeune avocat de Grenoble, prononce dans un discours au Parlement local cette phrase d'une importance décisive. Une nouvelle distribution de la richesse entraîne une nouvelle distribution du pouvoir. Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de Sa Majesté la Reine, notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, Monsieur Necker? Franchement, sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, Monsieur Necker. Votre seconde option? Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, Monsieur Necker. Sire, c'est inévitable. Mes bien chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale aujourd'hui 6 mars dans le vestibule de l'église pour rédiger le cahier de doléances de notre comté.
Tous les hommes âgés de 25 ans et plus, payant des impôts, sont invités à venir s'exprimer. Je me présenterai. Notre devoir est de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître. Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées sont abolies? C'est ça, oui. Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, Monsieur, je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés? Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques. Ecclésiastique? Parfaitement. Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins? Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous. La liberté aussi! Je crois que les trois ordres ici réunis coopérons pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis. En conséquence, il est de mon devoir de vous démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par Sa Majesté en états généraux. Ouvrez les menus dans les yeux! Ouvrez! Renforçons les grilles! Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi! C'est un outrage! Au jeu de paume! Il a raison. Au jeu de paume. Allez, assez joué dehors, messieurs. Au vestiaire, messieurs. Silence! Silence! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Ainsi donc, je déclare nul, illégal,
et inconstitutionnel. Les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonnés, et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Mes frères, citoyens, 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 j'arrive de Versailles. Le roi a renvoyé Necker. Citoyens, c'est le signe d'une Saint-Barthélemy pour les patriotes. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. À bas la cour. Nous n'avons qu'une seule ressource. Les armes. Aux armes. Aux armes. Tout Paris doit prendre les armes. Mes amis, nous connaissons notre ennemi. Mais nous devons nous reconnaître entre nous que tous ceux qui veulent se battre avec fierté, comme un défi, mettre cette cocarde verte, couleur de l'espérance, ce sera notre symbole, ce sera notre uniforme, notre victoire.
Allons-y! Ils ont rien compris. Ils avancent au lieu de foutre le camp. Si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. On joue! Feu! Feu, par Dieu! Vive la nation! Vive la nation! Sire. Sire. Qu'y a-t-il? Sire, les Parisiens ont pris la Bastille. Pris la Bastille? Pourquoi? C'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Sabre au clair! Votre Majesté, ces clés sont celles qui ont été présentées au bon roi Henri IV lorsqu'il a reconquis son peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a reconquis son roi. Ainsi, vous voici maire de Paris, Monsieur Bailly? Oui, Votre Majesté. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de maire à Paris. Les électeurs ont jugé qu'il en fallait un. Ah, s'ils l'ont jugé. Sire, tous les Parisiens, amis de la liberté, ont adopté les couleurs de la capitale, le bleu et le rouge. Oui, j'ai remarqué. Mais j'ai fait ajouter le blanc de la monarchie. Excellente idée, Monsieur de Lafayette. Excellente idée. Si votre Majesté voulait bien attacher cette cocarde à son chapeau, elle comblerait de joie ses loyaux sujets. Peut-être, Monsieur de Lafayette, vous pourriez l'attacher vous-même. Messieurs, à mon tour, j'ai quelques nouvelles à porter à votre connaissance. J'ai ordonné le retrait des troupes actuellement cantonnées autour de la capitale. Et j'ai écrit ce matin à M. Necker pour lui demander de reprendre sa place au ministère.
voyez, monsieur le comte, toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, comte de Beauharnais, je propose que désormais les emplois soient ouverts à tous, nobles et roturiers. Moi, duc de La Rochefoucauld-Liancourt, demande que l'Assemblée nationale abolisse enfin l'esclavage des nègres, ces créatures dont il ne faut jamais oublier qu'elles sont humaines. Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est approprié injustement depuis trop longtemps. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment.